Bonjour Kevin Boucault-Victoire. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Marianne et aujourd'hui on est avec vous pour parler de votre dernier livre, Penser le rap, au sujet de l'histoire du rap. Et vous faites un peu une analyse politique et sociale du rap à travers son histoire aux États-Unis et en France. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez écrit ce livre ? Pourquoi j'ai écrit ce livre Déjà parce qu'un éditeur me l'a demandé, c'est toujours une bonne raison d'écrire un livre. Mais ensuite parce que le rap est un peu en fait ma grande passion. Jusqu'à présent, j'ai surtout écrit des livres sur des philosophes, sur des écrivains, sur la politique. La guerre des gauches traitait de l'histoire des gauches de 1789 à nos jours. Mais j'avais jamais écrit sur ce qui est ma vraie passion, sur laquelle, pour le coup, j'ai écrit mes premiers articles. Alors déjà, je me suis fait un petit kiff, on va dire, en écrivant sur le rap. Mais aussi, c'est parce que c'est devenu un phénomène de société, je pense, qui n'est pas encore assez analysé. Aujourd'hui, on prend les classements des meilleures ventes d'albums. On regarde ceux de 2023. Si je ne me trompe pas, sur les 10 premiers, il y en a 7 de rap, dont le premier SDM. L'année d'avant, il y en avait 6 de rap, dont le premier qui était Orelsan. Et l'année d'avant, ça devait être 4 ou 5 de rap, dont le premier était toujours Orelsan sur le même album. Aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée des moins de 35 ans, enfin préférée des moins de 35 ans. C'est la musique la plus écoutée en France. Ça touche toutes les classes sociales, ça touche toutes les géographies. La question derrière ce livre, c'est qu'est-ce que ça signifie, pourquoi aujourd'hui la France se passionne pour le rap, qu'est-ce que ça dit de la société et qu'est-ce que raconte le rap en lui-même. Est-ce que vous pouvez nous parler des débuts du rap aux États-Unis ? Alors en fait, le rap naît d'un mouvement un peu plus large dont on parlait beaucoup avant et dont on parle un peu moins maintenant, qui s'appelle le hip-hop. C'est rare qu'un mouvement culturel soit daté aussi précisément. Le hip-hop, le 11 août 1974, il se passe un anniversaire, donc une fille qui s'appelle Cindy Campbell veut fêter ses 18 ans, elle demande à son frère Clive, plus connu sous le nom de Kool Herc, donc deux gosses issus de l'immigration jamaïcaine qui vivent dans le Bronx, et donc elle lui demande de mixer à son anniversaire. Lui, ça fait quelques années qu'il mixe, et ils décident ensemble d'organiser un truc un peu particulier, ils bloquent la route. Ils font payer l'entrée parce qu'elle veut se faire un peu d'argent, 25 cents pour les nanas, 50 cents pour les mecs. Et donc naît la première block party en fait. Et Kool Herc, lui, en fait, se met à mixer avec 2 platines. Il isole un peu plus les parties musicales et passe la musique d'un son à l'autre sans arrêter la musique. Et c'est comme ça en fait que naît, donc, comme je disais, la première block party qui va lancer en fait le mouvement hip-hop, qui va avoir plusieurs disciplines à son arc. Le DJing est donc la première, se greffent très rapidement les danses, le breakdance, le smurf, etc. Se greffe donc le graphe et le tag, et arrive ensuite le dernier né, le rap, qui lui en fait va naître un tout petit peu plus tard. C'est que Kool Herc, lorsqu'il anime ses soirées, vu qu'il a les 2 mains prises par les platines, il a du mal à animer les soirées et à tenir le micro en même temps, donc il le passe à un pote à lui, connu sous le pseudo de Coq La Rock, et ce mec va commencer à animer en fait les soirées en rime. Et donc il sera le premier MC, Master of Ceremony, et au fur et à mesure, en fait, sa manière d'animer va devenir le rap. Très vite, il y a des block parties qui s'organisent un peu partout à New York, sous l'impulsion de mecs comme Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, qui eux vont donner en fait une autre dimension au hip-hop. Et d'ailleurs, c'est même Afrika Bambaataa qui va importer le hip-hop hors des États-Unis. Et donc, ça crée de l'ampleur. Et un jour, une femme, Sylvia Robinson, qui travaille dans une maison de disques, crée un label qui s'appelle Sugar Hill Records, et crée un groupe de rap avec plusieurs rappeurs du New Jersey, Sugar et Hill Gang, qui sortent Rapper's Delight, qui est le premier tube de rap. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Quelques années plus tard, un autre tube emblématique sortira dans cette même maison, par Grandmaster Flash, c'est The Message. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. On a tendance à dire que Rapper's Delight, c'est un peu le premier gros morceau festif, et The Message, le premier morceau engagé, et que le rap, en fait, c'est ces 2 faces, le côté festif et le côté engagé. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce mouvement hip-hop, qui devient plus tard le mouvement rap, arrive en France ?
Au départ, et alors il arrive de manière un peu bizarre. Le premier à faire du rap en français, c'est un chanteur de variété, Phil Barnet. Ensuite, on ne le sait pas beaucoup, mais Annie Cordy a sorti un morceau qui s'appelait Et je smurf. Mes neveux sont cinglés, sur mon blouson griffé, ils ont peinturluré. Si tu smurfs, t'es branché. Mais ce qui va importer le rap en France, c'est d'abord un peu des journalistes un peu branchouilles français qui sont à New York, comme Bernard Zecri, qui pige à l'époque pour Actuel, qui va adorer le rap américain et qui va participer à l'organisation avec Afrika Bambaataa d'une tournée qui s'appelle le New York City Tour, où en fait Afrika Bambaataa, donc grand DJ avec plusieurs danseurs, etc., vont faire plusieurs dates, notamment à Paris, mais si je me trompe pas, il y en a aussi en Alsace, etc. Passe pas par Marseille, par contre, qui sera pourtant la deuxième grande place du rap. Et en fait, ce truc va marquer beaucoup de gens. C'est-à-dire, il y a un jour au Troca, donc on doit être en 1983, au Trocadéro, on a un certain Didier Morville et un Bruno Lopez qui passent par là, qui voient des mecs qui tombent sur la tête, ils prennent une baffe. Didier Morville devient Joey Star, Bruno Lopez Cool Chain. On connaît la suite. Ils deviennent danseurs, puis ils deviennent taggeurs, puis ils finissent par faire du rap à la fin des années 80. D'autres gens sont touchés. Mathias Cassel, connu sous le pseudo de Rockin' Squat et qui est le petit frère de vous savez qui. D'ailleurs, en fait, petite erreur, c'est que Mathias, lui, découvre le rap à New York parce que sa mère est journaliste à New York, ses parents sont divorcés. Et justement, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y en a d'autres qui découvrent directement le truc à New York. Un certain Akhenaton à Marseille, lui, c'est à New York, il a de la famille, il est d'origine italienne, il y a pas mal d'Italiens à New York. Il est chez un oncle un été, il découvre le rap, il revient, il l'importe à Marseille, il découvre qu'un autre mec à Marseille rap, Shuriken, il crée ensemble le groupe IAM, et c'est pour ça que Marseille devient la deuxième grande place du rap. Ensuite, tout ça met un peu de temps à mûrir. On a l'émission de Sydney qui s'appelle HIP à choper, qui passe sur TF1 en 84. HIP à choper. Où on a des rappeurs américains, de la danse, etc. Derrière, la vague retombe un peu, l'effet de mode retombe un peu, mais le truc continue de manière underground. T'as des mecs qui défoncent le métro parisien en taguant, des mecs qui dansent dans la rue, des mecs ou des meufs. Je pense par exemple à Virginie Sulé, Lady V, qui devient la compagne ensuite de Cool Chain, à qui dédie le morceau Un ange dans le ciel, qui est une grande figure du hip-hop, une grande danseuse. Cher Vivi, je t'écris cette lettre, plein de solitude, l'âme en peine comme d'habitude. Puis que t'es parti, puis que t'es plus là, c'est plus la même, j'ai perdu ma reine. Et il y a un autre personnage en France très important qui s'appelle Dynasty, qui est un peu le Afrika Bambaataa français, en fait, un DJ, qui d'abord va sortir une cassette de rap qui marche pas très bien, mais surtout qui va organiser des block parties en France, des soirées au Globo, etc., qui va avoir ensuite une émission sur Radio Nova où il va inviter les premiers rappeurs français, autant NTM, IAM, Rockin' Squat, donc du groupe Assassin, MC Solar, etc. En 89, il y a la première compil qui s'appelle la Rapatitude, où tout ce petit monde rappe chacun un morceau. Et en 90, 91, les premières signatures en maison de disques avec NTM et leur premier album qui s'appelle Authentique, IAM avec Sur la planète Mars, etc. Dans votre livre, vous faites un peu une sociologie du rap. Là, à l'époque dont vous parlez, on est avant la démocratisation du rap en France. À ce moment-là, qui écoute du rap principalement ? Déjà, peu de monde, en fait. Peu de monde, quelques gens dans les cités, mais aussi quelques bourgeois qui prennent les codes de cité. Un mec comme Rockin' Squat, c'est un bourgeois, mais c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir des rappeurs un peu bourgeois, des Serran, etc., mais qui ont des codes de bourgeois. Lundi au lundi, yeah, fais le bif, yeah. Elle veut porter toutes mes sacs, elle se fait un kiff. Le Rockin' Squat, lui, il se tape presque comme un schlag. Dans les années 90, il a des dreadlocks, etc. Et en fait, ouais, au début, c'est assez réduit. C'est-à-dire, ça arrive un peu en cité, c'est quelques bourgeois. Au début, personne ne croit au rap français. D'ailleurs, on parle de rap en français. Personne n'y croit. Didier Morville, donc Joey Star, c'est l'un des premiers. Quand il entend dire que certains potes se mettent à rapper, il rigole. Il dit vous n'allez pas rapper en français, les gars. Et en fait, au début, c'est une sociologie assez réduite dans les années 80. Parisienne, Seine-Saint-Denis, un peu à Marseille, etc. Parce que c'est marrant, tu disais que c'était venu au début aussi par des mecs qui pouvaient aller à New York. Donc c'est déjà une preuve d'un milieu social qui te permet aussi d'être ouvert et d'aller chercher la culture ailleurs peut-être. Oui, c'est pour ça que je dis c'est importé par des mecs un peu
soit par la petite bourgeoisie culturelle au départ, effectivement comme Zekri. Alors Akhenaton, c'est plus un mec de classe moyenne qui a de la famille à New York. Mathias Cassel, effectivement, bourgeois, dont la mère est journaliste à New York, et le père, Jean-Pierre Cassel, est un immense acteur en France. Donc effectivement, il y a de ça, mais ça, c'est vraiment le début, au début des années 80. C'est les mecs qui importent ça, et très vite, la sociologie s'élargit, mais ne s'élargit pas non plus. C'est pas encore les années 90 où vraiment toutes les cités écoutent du rap. Au début, c'est vraiment un truc un peu minoritaire de mecs ou de meufs qui vont s'encanailler sur des terrains vagues, à Porte de la Chapelle, etc. C'est assez réduit, en fait, à ce moment-là, quoi. Parce que qu'est-ce qu'ils écoutent, ces mecs-là, à l'époque, avant le rap? Je pense que, je sais pas, ils doivent écouter du rock, de la variette. Là, pour le coup, j'aurais un peu de mal à dire ce qu'ils écoutent. Sûrement du funk aussi, peut-être du funk. Il y a le mouvement disco aussi, dans les années 70. Voilà, après, c'est des mecs souvent assez jeunes qui doivent sûrement écouter beaucoup moins de musique qu'un jeune en écoute maintenant. Hein. Ils n'avaient pas de MP3, ils n'avaient pas de Spotify, etc. Donc après, ils écoutaient sûrement les disques des parents. Et d'ailleurs, pendant longtemps, en France, en fait, les générations écoutent à peu près les mêmes musiques. Alors effectivement, il y a le rock, qui est la musique jeune. Le rock et tous ses dérivés qui vont jusqu'au punk. Mais au départ, effectivement, les générations ont à peu près les mêmes artistes préférés. Et comment on passe de l'écoute du rap, qui est plutôt minoritaire, à une société où l'écoute du rap est plutôt majoritaire? Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, la première étape, c'est celle que j'ai appelée celle de l'âge d'or, donc qui commence, on va dire, en 95. C'est pas pour rien que le groupe qui a popularisé Nekfeu, Alpha One, s'appelait 1995. C'est parce que c'est un peu l'année où le rap, je vais pas dire démarre, mais prend une autre ampleur en France. Alors, pour le comprendre, il faut retourner de l'autre côté de l'Atlantique, à Los Angeles, ou plutôt en Californie. Il faut aller un peu plus large, à Compton, etc. Naît un nouveau style de rap qui s'appelle le gangsta rap, le G-Funk, ensuite. You know it ain't no stopping all the dogs I'm dropping. It's Friday night, so everything is popping. I got stand to spin on the hand, so let the games begin. Yakety yak. C'est NWA, le groupe de Dr. Dre, Ice Cube, Eazy, etc., avec des musiques un peu plus lentes, un peu plus dansantes, et surtout des paroles beaucoup plus violentes. Ça parle de thunes, de biatch, de bling-bling, de gang, etc. À ce moment-là, New York commence à perdre la main et donc se remet à jour, on va dire, et progresse. Et revient avec un rap qui, lui, reste plus sec, moins musical, etc., mais avec des flows plus techniques. Ça va être ensuite la génération de Nas, du Wu-Tang Clan, de Mobb Deep, etc. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job. Et en fait, les rappeurs français, eux, il y a une nouvelle génération de rappeurs français qui va arriver directement dans le rap avec ces codes, les sages poètes de la rue, la Clica, etc., qui auront ce genre de flow. Et les anciens vont s'adapter. NTM, pour moi, leur premier très bon album, c'est Paris sous les bombes en 95, qui est bien mixé, qui est avec des flows plus techniques, une meilleure écriture. Il y a des choses bien avant, mais ça reste amateur. IAM se met à jour. En 95, il y a le premier solo d'Akhenaton, Métèque et Mat. Je suis un 100% métèque, importé d'un pays sec, jadis vulgaire, pion passé pièce maîtresse du jeu d'échecs. Et si l'obscurité de ces mots encombre, c'est Dieu qui l'a voulu, j'ai dû trop jouer sur des cases sombres. MC Solar aussi se met plus ou moins à jour, etc. Assassin, en 95, sort l'homicide volontaire. Et donc, il y a toute cette phase qui culmine en 98, qui est vraiment l'année où sortent énormément de classiques. Il n'y a pas un mois sans qu'il sorte un classique du rap français, qui va continuer jusqu'à aller 2000, 2001, avec notamment le premier album solo de Booba, Temps mort, qui est vraiment... Booba et son groupe Lunatic, c'est vraiment Mobb Deep en français. Puis après, le rap va tomber dans une forme de petite crise, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est encore une musique dont les ventes progressent, alors que toutes les autres musiques sont déjà en recul. Et finalement, le rap se prend de plein fouet la crise du piratage Internet. À ce moment-là, le rap est la musique la plus écoutée des jeunes. Et qui télécharge le plus de sons? Les jeunes. Donc, avec l'arrivée de la DSL, le rap prend un coup. Et en maison d'édition, tout le monde le dit. Ils disent, c'est bizarre, dans les sondages, on voit que le rap est la musique la plus écoutée par les jeunes. Et dans les chiffres, rien.
des rappeurs finissent par se faire rendre leur contrat. Une certaine rappeuse n'arrive pas à publier son nouvel album et donc est obligée de trouver un tube. Cette rappeuse, Mélanie Georgiade, Diams, deviendra un peu la reine de la pop dans le rap, c'est-à-dire qu'elle va devoir travestir, on va dire, sa musique ou la popiser pour pouvoir sortir son deuxième album, qui va être un immense succès. Et donc ça c'est ce truc qui fait que le rap à ce moment-là ne vend plus. Et en même temps, le rap s'élargit. On commence à avoir des rappeurs de la France périphérique, mais des cités de la France périphérique. Au Havre, toute la bande de Médine, La Boussole, Dean Record, etc. À Orléans, Dossé, qui est le demi-frère de Pete Bacardi, rappeur de Sarcelles, qui a rappé avec Booba, mais avec Ministère Amer aussi. À Blois, Niro. Et donc tout ça, c'est des rappeurs plutôt de cités, mais de cités de la France périphérique, qui montrent en fait qu'il y a une sorte de banlieusardisation de la France périphérique. Avant, les cités, c'était Marseille, Paris, peut-être un peu en banlieue lyonnaise. Là, maintenant, aujourd'hui, il y en a partout. Il suffit de regarder la carte des dernières émeutes après Naël pour voir qu'en fait, ça crame partout en France. Donc, il y a des cités partout, avec cette même sociologie. Derrière, des rappeurs de classe moyenne apparaissent aussi. Le plus emblématique, c'est Orelsan, donc fils d'instit et de directeur d'école, qui est né à Alençon, qui a grandi en Normandie, qui a fait une école de commerce à Caen, qui a fait des petits boulots et qui démarre dans le rap en 2009, si je ne me trompe pas, avec Perdu d'avance, qui est un vrai succès parce que c'est vraiment une musique qui est très universelle pour sa génération. Il parle de shit, il parle de kebab, il parle de manga, beaucoup de manga, qui est vraiment une référence culturelle énorme pour les jeunes. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas Internet, les boîtes, les grecs, les DVD. Il parle de soirées ratées et tout. C'est vraiment le rappeur de sa génération, de la classe moyenne française. Et ça continue avec, on va dire ensuite, l'arrivée de bobos, de bobos dans le rap, ou en tout cas de gens qui font bobos, qui en ont les codes. C'est l'entourage Nekfeu, Alpha One, Dean Burbigo, etc. Ils sont pas forcément bobos d'ailleurs, ces mecs-là, mais c'est des Parisiens, ils sont sapés comme des Parisiens, etc. L'homme pâle, alors lui, clairement, fils d'artiste et de correctrice de Gallimard. Et puis, ensuite, à la classe moyenne de banlieue, comme Vald, qui s'y met aussi, qui débarque. Et donc, on va dire, toutes les sociologies, toutes les classes sociales en France peuvent se retrouver dans le rap. Sauf peut-être la grande bourgeoisie, mais elle, en fait, quelque part, elles sont canailles à écouter du mauvais garçon, du bad boy, etc., quoi. Et donc, on a presque toutes les classes sociales qui sont représentées. Et d'ailleurs, le rap est sauvé par un truc qui s'appelle le streaming. Donc, nouvelle économie de la musique. Avant, en fait, on achète un album, qu'on l'écoute 1000 fois, 1 fois, 0 fois, on a acheté un album. Aujourd'hui, le streaming, c'est si tu écoutes 1000 fois un album, en fait, ton artiste, il a 1000 écoutes. Et donc, il y a la logique de l'écoute. Qui écoute le plus, c'est même pas qui achète le plus, là, c'est qui écoute le plus, ce sont les jeunes. Et donc, le rap étant la musique la plus écoutée, pas forcément la plus achetée, même si en partie d'ailleurs, ça devient la musique qui domine les ventes, puisque en fait, en stream, on a ce qu'on appelle les équivalents ventes d'albums. Alors, vous avez parlé des émeutes pour Naël. On va revenir un petit peu en arrière. Dans le contexte post-émeute de 2005, le rap était vu comme quelque chose de dangereux, notamment par la droite, notamment par les élites bourgeoises aussi, comme la culture contestataire de jeunes de quartier, de jeunes délinquants. Qu'est-ce que vous pensez de cette époque-là et de cette panique morale qu'a pu avoir la droite à cette époque ? En fait, ça commence quasiment dès les débuts. Au début, le rap a une bonne image dans les années 80. C'est un truc un peu branchouille, etc. Très vite, à la fin des années 80, ce qui se passe, c'est que la RATP commence à dépenser beaucoup d'argent à cause des tags. Et donc... On a peut-être trop dit que les taggeurs étaient des artistes. La station Louvre du métro parisien était littéralement couverte de graffitis la nuit dernière. Les dégâts s'élèvent à 500 000 francs. Reportage Dominique Chapuis. La réponse du berger à la bergère. Le 2 avril dernier, la RATP lançait une grande campagne contre les tags dans le métro, menaçant les taggeurs d'amendes et de peines d'emprisonnement. Dans la nuit de mardi à mercredi, une dizaine d'entre eux a décidé de répliquer en frappant l'une des plus célèbres stations de métro de Paris. Tag, donc, qui fait partie de la culture hip-hop, rap, l'amalgame est vite fait. Dans les années 80 apparaît aussi ce qu'on va appeler le problème des banlieues, qui est loin d'être résolu, bien au contraire. Et donc, on va commencer à voir les rappeurs de deux manières, soit comme étant des leaders des banlieues,
bien qu'NTM dise l'inverse dans son premier album. Et ça s'arrange, je ne suis pas un leader, simplement le haut-parleur d'une génération révoltée prête à tout ébranler, même le système qui nous pousse à l'extrême. Les rappeurs deviennent les porte-parole des banlieues, dans la tête des médias et des hommes politiques, mais deviennent aussi les agitateurs, ceux qui créent le problème des banlieues. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que NTM, au début, refuse cette assimilation. Quand, en interview, on leur pose des questions sur les émeutes de Vaux-en-Velin, les mecs bottent en touche. Ils disent bah non, nous, on habite à Saint-Denis, pas à Vaux-en-Velin, on peut rien vous dire. Mais déjà, cette association se fait à ce moment-là. Très vite, il y a des procès dans le rap. Il y a le procès NTM qui a insulté la police dans un morceau. Ça devient le premier groupe de musique à être condamné à des peines de prison pour ça. Les deux chanteurs du groupe NTM, Nick ta mère, ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Toulon à 3 mois de prison ferme et à 6 mois d'interdiction d'exercer leur métier sur l'ensemble du territoire français. Lors d'un concert à la Seine-sur-Mer le 14 juillet, ces deux rappeurs s'en étaient pris aux forces de l'ordre en les injuriant avant d'interpréter une chanson intitulée Police, jugée outrageante par cette profession. On a Ministère amer qui est condamné avec Sacrifice de poulet. C'est le moment où il y a le film La haine qui filme le problème des banlieues avec, en plus, un album qui n'est pas la BO de La haine, en fait, qui est inspiré de ça, avec notamment l'état assassine d'Assassin. Derrière, on a La Rumeur et NTM. Donc La Rumeur, c'est un groupe de rap underground qui, en sortant un album, sort aussi un livret qui écrit de tête les rapports de police ne font pas état du nombre de nos frères qu'ils assassinent. Et puis il y a Sniper avec leur morceau La France, dont le refrain La France est une garce, on s'est fait trahir. Le système, voilà ce qui nous pousse à la haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. On nique la France sous une tendance de musique populaire. Qui se prend un procès par le ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain Nicolas Sarkozy. Au début, ça lui revient d'une certaine Nadine Morano. Et d'ailleurs, c'est lui aussi qui attaque La Rumeur en justice et 2 ou 3 cassations, une première dans l'histoire de la Ve République. Et donc déjà, ça, on est déjà en 2003-2004, donc juste avant les émeutes. Les émeutes arrivent. Et effectivement, il y a le rapport de Gros Didier qui ressort plein de textes de rap en disant « c'est la faute des rappeurs, c'est la faute des rappeurs ». Souvenez-vous, NTM avait dit « qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu », etc. Alors que finalement, que se passe-t-il Ce que font les rappeurs, certains, effectivement, appellent à l'émeute, mais la plupart ne font que décrire un phénomène, ne font que décrire une certaine condition. NTM ne fait que traduire un certain malaise, une certaine révolte contre la société, contre les hommes politiques, les pouvoirs en place, la police, etc. Et dernier élément, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le rap, pour faire simple, c'est surtout la gauche la plus ou moins favorisée avec les politiques de la ville, avec Jacques Lang qui était ministre de la Culture, qui voulait apparaître dans le coup et tout. Le RPR, à l'époque, donc l'ancêtre des Républicains, l'a beaucoup attaqué. Mais en fait, si le rap a autant marché, et ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est aussi grâce à une loi qui vient du RPR de Carayon. Cette loi, en fait, impose 40% de musique en français sur les radios aux heures de grande écoute. Et en fait, c'est aussi le truc qui a permis au rap français d'exploser parce que le rock en français existe très peu, la pop manque d'inspiration et finalement, le rap devient une musique, comme il y a beaucoup de rappeurs qui rappent en français, pour les radios, c'est très pratique en fait de diffuser du rap. Alors, quand vous avez parlé de tous ces rappeurs qui s'opposaient à la police, à l'État, finalement, ça, c'est peut-être la part la plus subversive du rap. Mais dans votre livre, vous dites, je cite, « C'est cependant aller vite en besogne, en répondant aux thèses de Benjamin Weil, car contre toute attente, le rap a favorisé, avec d'autres facteurs, l'intégration des jeunes de cité au capitalisme et à la société de consommation. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en arrivez à cette conclusion ? Oui, bien sûr. En fait, le rap, effectivement, on voit souvent le rap comme une musique intrinsèquement contestataire, voire révolutionnaire. La gauche, en plus, a envie de le voir, c'est-à-dire la musique des jeunes de banlieue, donc des jeunes souvent d'origine immigrée, donc des damnés de la terre, et ils ont envie de voir quelque chose de contestataire. Le rap, d'ailleurs, a souvent lui-même pris des postures contestataires, mais en même temps, les rappeurs sont pris dans certaines contradictions, et dans leurs textes, ont véhiculé un certain imaginaire consumériste qui s'est ensuite retrouvé dans les cités. Je vais m'expliquer. Dès 1986, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, le groupe Run DMC sort un tube qui s'appelle My Adidas.
dans laquelle ils parlent de leur paire de baskets. En concert, ils demandent à leurs fans de brandir leur paire de baskets. Ils chopent un contrat à plusieurs millions de dollars avec ça. Et ils permettent de lancer une mode, ou en tout cas de renforcer la mode Adidas dans les ghettos américains qu'on va ensuite retrouver en France. Mais en France, alors Adidas marche, mais c'est pas Adidas la première marque qui va bénéficier de ça. Il y a surtout 2 marques. Il y en a une, c'est Lacoste. Et là, je cite Arsenic, qui est un de mes groupes préférés. C'est Quelques gouttes suffisent, c'est même mon album de rap français préféré. Et dans cet album, Calbo lance un slogan qui prétend faire du rap sans prendre position. Sur mes compositions, qui prétend faire du rap sans prendre position. Et en même temps, Arsenic, on regarde la pochette de leur album, ils sont en croco, donc en Lacoste. Le clip Boxe avec les mots, qui est vraiment un super son, c'est une superbe pub pour Lacoste, va faire en sorte que les jeunes de banlieue vont commencer à se taper en Lacoste. Alors il y a Arsenic, mais il n'y a pas que, mais c'est vraiment l'emblème. Au point où, l'année dernière, Lacoste, en fait, pendant longtemps, Lacoste s'est battu contre cette image parce que c'était plutôt une marque de bourgeois. Ils estimaient que les banlieues qui portent leur marque salissent à leur image. Finalement, comme disait Voltaire, quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. Lacoste s'est fait énormément d'argent sur les banlieues, et donc c'est au point qu'ils ont fait en fait d'Arsenic leurs ambassadeurs l'année dernière. Donc il y a Arsenic avec Lacoste, il y a Nike. Le nombre de rappeurs qui font de la pub pour Nike, Kick avec mes Nike, par exemple, de Bustaflex. Récemment, ça a maintenant 6 ans, mais Air Max de Rimka et Nino, le morceau Requin de Mac Taylor, et puis même juste quelques phrases. Booba, j'arrive, Air Force 9, pas d'Adidas. J'ai tout un crew sous ma paire de Air Max, dit Dinos, etc., etc. En fait, c'est aussi, il y a un phénomène assez marrant, c'est qu'il y a une paire de Air Max en France, la Requin ou la TN, on l'appelle comme on veut, qui se vend plus en France que dans n'importe quel autre pays. Et ça, c'est quand même dû en grande partie au rap. Donc, le rap a permis en fait d'instaurer cet imaginaire. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il suffit pas de rapper le truc. Mais en gros, ce sont des jeunes au début qui n'ont pas d'argent, qui accèdent à un certain niveau de confort, qui sont contents et en fait qui véhiculent cet imaginaire auprès de jeunes qui en fait vont se mettre à rêver du même niveau de confort. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, d'ailleurs, sur les marques, il y a d'autres choses. Capri Sun, plus récemment. La légende dit que Quechua n'a plus besoin de dépenser d'argent en marketing grâce à Joule. Enfin, voilà. Mais donc, ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément que j'isole, c'est la question de la misogynie ou du sexisme dans le rap. En fait, de plus en plus, et d'ailleurs c'est assez récent, c'est-à-dire qu'avant il y avait de la misogynie, mais plutôt de la misogynie type la femme, la femme, ça doit être, c'est la bonne mère qui éduque les enfants, etc. Là, depuis une dizaine d'années, je cite notamment l'album de Caris, Or Noir, dont le youtubeur John Rachid dit on dirait la version Q de Scarface. En fait, la femme devient un objet de consommation, comme un autre, et donc en marchandisant le corps, en fait, on en arrive encore à véhiculer une certaine vision capitaliste. Et le dernier élément que je décris, c'est la figure de la Kaira que le rap a contribué à créer. Alors là, pareil, il ne suffit pas de faire des textes où on fait l'éloge de ça, mais en fait, ça marche selon les classes sociales. Quand on est un bourgeois et qu'on écoute du rap, et quand on est pauvre en banlieue et qu'on écoute du rap, la réception n'est pas la même. Les opportunités économiques ne sont pas les mêmes, la socialisation n'est pas la même, et en fait, le rap, en diffusant la figure de la Kaira, en diffusant des héros comme Tony Montana, le héros de Scarface, qui raconte l'histoire d'un immigré cubain qui réussit dans le trafic de drogue, en fait, le rap diffuse en fait cette figure de la Kaira dont le philosophe Jean-Claude Michéa, lorsqu'il se demande si la Kaira est intégrée en France, en fait, il dit oui, la Kaira, ça dépend de quoi. Si on parle à la société française, non. Par contre, aux valeurs du capitalisme, oui. C'est-à-dire que la Kaira est l'équivalent du trader. D'ailleurs, ça me rappelle, moi, la dernière phrase du premier chapitre des luttes des classes en France de Karl Marx, où il dit « Dans ses modes de jouissance comme dans ses gains, l'aristocratie financière n'est autre que la résurrection du lumpen prolétariat dans les plus hautes sphères de la société française. » Le lumpen prolétariat étant justement
le prolétaire qui vit en marge du système, du vol et des trafics. Vous montrez dans votre livre au début qu'il y a une vraie méconnaissance de l'histoire du rap de la part des auditeurs de rap eux-mêmes et même venant des rappeurs. Vous citez par exemple l'exemple de Kobalade, voilà, qui connaît pas Ayam. Voilà, qui ne connaît pas Ayam, et vous dites que c'est comme si un auditeur de rock ne connaissait pas Jimi Hendrix ou Kurt Cobain. Ouais. Voilà. Pourquoi est-ce que dans le rap, spécifiquement dans le rap et pas dans les autres styles musicaux, il y a ce ressentisme? Je pense que c'est parce que le rap déjà arrive après les autres, donc épouse son époque, et on est dans une époque du zapping, on est dans l'époque de l'éternel présent, l'époque où ce qui arrivait avant ne compte pas, et en plus c'est une musique jeune. Il y a un côté, aujourd'hui, je vais parler à un jeune de 16 ans d'NTM, il va dire c'est quoi, c'est un truc de yeuve, quoi. D'ailleurs, Booba lui-même, qui aujourd'hui est un vieux pour les jeunes, dans un morceau il y a 10-15 ans, il disait Ayam NTM Solar, pour moi c'est de l'antiquité. Donc il y a ce truc déjà qui est que on est dans une musique qui non seulement est jeune, mais dans le jeunisme, c'est-à-dire il faut toujours être jeune, il faut toujours avoir des codes jeunes dans le rap. Et d'ailleurs, les rappeurs qui fonctionnent le plus aujourd'hui, très peu existaient même il y a 10-15 ans. Booba est une des exceptions, Rimka du 113 est une des exceptions, Rof, mais il n'y en a pas tant que ça en fait des rappeurs qui ont cartonné qui cartonnaient même au début des années 2000 et qui marchent encore aujourd'hui. Comment t'expliques ça, ce truc qu'il faut tuer le père tout le temps dans le rap Alors, en fait, je pense qu'il y a deux trucs. C'est que je pense que les jeunes... Alors, en fait, les mecs qui écoutent du rap, à partir d'un certain âge, soit n'en écoutent plus, il y a une forme de perdition. Il y a certains qui n'écoutent plus de rap, surtout dans les classes moyennes et élevées. C'est-à-dire dans les banlieues, on continue, mais dans les classes un peu plus supérieures, on fait des études, etc. Et en fait, on arrête de s'encanailler et de se prendre pour un bad boy et on passe à autre chose. Et après, parmi les auditeurs de rap qui vieillissent, beaucoup en fait réécoutent leurs anciens disques et n'écoutent même pas les nouveaux albums des anciens. C'est-à-dire que le dernier album d'Ayam, je sais pas, qui doit avoir 2 ans, je suis à peu près sûr que la plupart des gros fans d'Ayam ne l'ont pas écouté. D'ailleurs, moi, je l'ai écouté une fois et pas deux. Déjà, je pense que parce que les rappeurs ont du mal eux-mêmes à se remettre à jour, à évoluer, et là où Booba a marché pour le meilleur comme pour le pire, c'est qu'il a souvent anticipé les tendances. Il a fait du boom bap, il a fait du dirty south, il a fait de la trap, il était le premier à faire du vocodeur en le ratant totalement au passage au début. Mais voilà, s'il a duré, c'est parce qu'il s'est toujours mis à jour. Un mec comme Rimka, c'est impressionnant. Aujourd'hui, Rimka, il rappe comme les petits jeunes, alors que c'est un ancien, c'est un mec dont le premier album est en 99, c'est un mec qui a une victoire de la musique en 2000. Mais donc déjà, il y a ça, il y a cette mise à jour qui ne se fait pas forcément des anciens. Il y a les auditeurs qui soit arrêtent d'en écouter, soit écoutent les anciens albums, mais n'écoutent même pas les nouveaux albums des nouveaux. Donc déjà, on a ça. Et puis effectivement, on a un truc de l'époque. Le rap est vraiment la musique emblématique de l'époque, et notre époque, et l'époque où on passe d'un truc à un autre. Et en fait, le rap, en plus, aujourd'hui, est une musique hyper archipélisée. SDM est l'artiste, pas le rappeur, l'artiste qui vend le plus l'année dernière. Je suis sûr que 70% des Français ne savent pas qui il est. Et je suis sûr qu'il y a plein de fans de rap qui n'ont jamais écouté de SDM. Aujourd'hui, tu peux être fan de rap et ne même pas écouter les premiers, les plus gros vendeurs et ne même pas savoir qui ils sont. Parce qu'il y a une flopée d'artistes, il y en a tellement. Et en fait, Internet, le streaming, les nouvelles formes de création de musique, aujourd'hui, c'est devenu hyper facile de faire du rap, alors que c'était très dur dans les années 90, font que on a une musique tellement diverse qu'effectivement, l'histoire du rap ne compte quasiment plus. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que je pense que même si toutes les couches sociales écoutent du rap, en aiment et en font, finalement, au fond, ça reste la musique des banlieues. Et il y a peut-être qu'en banlieue où on va continuer à s'intéresser à l'histoire du rap, parce que, encore, Kobalade, il en vient en plus, donc c'est bien la preuve que c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais en fait, c'est la culture qui appartient aux banlieues. Et je pense que dans les autres couches sociales, on va écouter du rap, mais en fait, on va pas forcément s'intéresser à l'histoire de cette musique. Et comment vous voyez évoluer le rap dans les prochaines années ? C'est une question très difficile, parce que si on m'avait dit il y a 10 ans comment je vois évoluer le rap, j'aurais pas vu du tout l'évolution actuelle. Par exemple, quand Booba arrive avec le vocodeur, donc on est en 2008 sur l'album 09, moi je pensais pas que le vocodeur allait s'imposer en France. Booba, c'est totalement raté quand il l'utilise, et je pensais pas qu'un groupe comme PNL allait être capable de sublimer le vocodeur ou l'autotune.
Donc déjà, ça c'est difficile. Mais après, les tendances du rap sont quand même qu'on a quand même des textes de plus en plus pauvres, on va pas se mentir, de plus en plus de rimes faibles, d'onomatopées. C'est marrant, Booba, maintenant, c'est vraiment l'ancien qui passe son temps à dire dans les jeunes générations, personne ne sait écrire, à part Nekfeu, Vald et Damso. Il y en a d'autres qui savent écrire, Alpha One, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de rappeurs qui écrivent. Et je pense que le texte est voué à prendre de moins en moins de place dans le rap. En tout cas, la qualité du texte est vouée à prendre de moins en moins de place dans le rap. Puis ensuite, on va sûrement vers un rap qui sera toujours de plus en plus divers. J'explique dans le livre, avant, quasiment tous les morceaux de rap faisaient 90 battements par mesure. Aujourd'hui, on a une variété de rap qui fait entre 65 et 140 battements par mesure. Et il est possible que cette variété continue de progresser. Et voilà, on a de nouveaux courants comme la New Wave qui a des codes qui ne ressemblent plus du tout au rap. Avec et à côté la drill qui lui est hyper violent, hyper rapide, etc. Et il est possible que le rap en fait soit de plus en plus divers musicalement. C'est quoi les morceaux qui vous ont fait aimer le rap? Alors les premiers morceaux de rap que j'ai commencé à écouter, j'étais jeune, donc on est 96. Viens voir le docteur de Doc Gynéco. Moi, je suis en CE1, donc forcément, j'allais pas écouter du NTM déjà. Et je suis en CE1 et voilà, ce morceau un peu entraînant et tout. Le cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Derrière, il y a Mon papa à moi de Stomy Bugsy. Même année, ça c'est mes 2 premiers morceaux. Après en 98, je commence à écouter un peu NTM, donc je suis en CM1, CM2. Ils sortent leur dernier album avec dans lequel il y a Ma Benz, qui est le premier morceau vraiment d'NTM que j'aime. Aujourd'hui, c'est peut-être le morceau que j'aime le moins de l'album, mais voilà, il y a ça. Il y avait un Bye Bye de Ménélique à l'époque. Et puis il y a la claque du 113 avec Tonton du Bled. Break chargé, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Et Les Princes de la Ville, qui est à la fois le nom de l'album et le nom d'un morceau. Ça, ce sont vraiment mes premières claques en termes de rap. Et puis après, il y a aussi un rappeur qui m'a beaucoup marqué. Quand j'étais jeune, c'était Eminem avec notamment The Real Slim Shady, avec Stan. Enfin voilà, ça c'est aussi les premiers morceaux que j'ai vraiment bien kiffé en rap. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu du côté industrie, label, comment ces gens-là ont aussi mis la main sur cette culture et qu'est-ce que ça dit aussi de l'industrie musicale en général et de son rapport à l'argent, à ce qui marche, à ce qui... Malheureusement, la musique est devenue un bien culturel comme un autre. Quand on parle de bien culturel, on parle en fait d'une culture qui est produite comme une industrie. Au départ, la culture n'a pas vocation à être quelque chose de marchandisé. Je veux dire, les partitions de Mozart ou de Bach ne sont pas là pour rapporter de la thune, ou en tout cas pour être commercialisées et devenir des marchandises comme une autre. À partir du XXe siècle, avec les nouvelles techniques, on a l'apparition de ce qu'on appelle les biens culturels, donc le cinéma, la photo et la musique, quand elle s'exporte sur vinyle, puis sur CD, puis sur MP3, etc., effectivement, devient un bien de consommation comme un autre. Les maisons de disques, effectivement, se comportent un peu comme des usines, en fait, qui vendent un produit qu'on appelle la musique comme un autre. Et en fait, on peut dire que le rap, effectivement, commence à se dénaturer dès les premières signatures en maison de disques. Je jette pas la pierre, je comprends que les mecs ont besoin de bouffer. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui a permis au rap d'accéder à une grande notoriété. C'est un peu, dans le livre, je fais un encadré sur la question du rap underground et du mainstream. Et c'est un peu le débat entre IAM et Cherio, où IAM sort un morceau qui s'appelle Rest Underground, où il se fout des mecs underground. Et Cherio lui répond « Je reste underground » où il l'insulte. Mais en fait, dans ce débat, il y a quelque chose où Akhenaton a raison, c'est de dire, en fait, nous, avec le mainstream, on permet à l'underground d'exister. Et effectivement, même quand on n'aime pas les têtes d'affiche, c'est quand même aussi ce qui permet à l'underground d'exister, même si l'underground il y a des rappeurs underground qui tournent bien. Je cite Hugo TSR, qui a aujourd'hui 2 ou 3 disques d'or, alors que c'est un rappeur qui passe pas en radio, qui ne donne aucune interview, qui montre même pas son visage, et qui se fait très discret. Mais en fait, quand elles ont mis la main dessus, au début d'ailleurs, ils essaient de marketer le truc, c'est-à-dire
Et il lance Solar, qui est le gentil rappeur qui plaît aux parents, qui plaît aux bourgeois, qui plaît à la classe moyenne, éduquée, etc. C'est le gentil garçon contre les méchants bad boys de NTM. Solar a du talent, hein, la question n'est pas là, mais il est marketé comme ça. Quand NTM arrive avec ses premiers sons, au début, on veut les réécrire, ces sons en maison de disque. On veut les réécrire pour qu'ils soient plus sympas, mais eux refusent. D'ailleurs, ils ont une première embrouille avec une première maison de disques avant de signer pour Authentique. Et ce qui est marrant, parce qu'au début, on les laisse un peu dans leur coin, c'est eux qui font eux-mêmes la pochette de leur album. Enfin, vraiment, le rap, on n'y croit pas trop, mais on se dit quand même qu'il y a un peu d'argent à gratter. Et en fait, les maisons de disques, effectivement, ont permis au rap de devenir une industrie comme une autre, d'être une pompe à fric. Les rappeurs y ont contribué en créant leur label, et encore plus aux États-Unis d'ailleurs, avec Jay-Z, avec ça fait Jay-Z, avec ça fait P. Diddy, Dr. Dre avec Aftermath, avant Death Row avec Suge Knight. En fait, ils ont reproduit un modèle capitaliste et ont permis en fait au rap de devenir une industrie capitaliste comme une autre, et en tuant un peu la subversion aussi. Donc, votre livre Penser le rap est déjà disponible en librairie, édité aux éditions L'Aube. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? S'il fallait retenir une idée de mon livre, c'est qu'en fait, le rap est la musique qui permet le mieux de comprendre notre époque et la société. Yo, check it. Yo, I got slugs for snitches. No love for bitches. Putting thugs in ditches when my trigger finger itches.